Et on fait ce qu'on fait, je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Moi, tu me parles pas d'âge. Il croyait que... Mais non. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Excusez-moi, il faut s'arracher les couilles pour gagner. Ouais. Il nous agresse, on peut même pas mettre la balle en jeu. Viry-Châtillon, Sucy en brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. On veut s'amuser. Arrêtez là. On veut s'amuser. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du podcast Béaba par Béatitude. Donc un podcast qui parle de sport et de mindset, où à chaque épisode, on invite un sportif amateur ou professionnel avec qui on va discuter autour d'un sujet, d'une problématique ou d'un thème bien précis au préalable. Donc aujourd'hui, le thème, ça va être le calvaire de la discipline ou le déchirement des regrets. Avant de commencer, donc je vais un peu expliquer comment ça va se dérouler. Donc dans un premier temps, moi je vais introduire le sujet. Ensuite, on va demander à l'invité de se présenter, de dérouler un peu son CV sportif. Et ensuite, dans un troisième temps, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, pour présenter le sujet, le calvaire de la discipline ou le déchirement des regrets. Lorsqu'on regarde à peu près les différents sportifs sur les réseaux sociaux, etc., on voit à peu près leur vie, on voit leur succès, les victoires, leur style de vie, mais on voit pas forcément tout le temps ce qui a nécessité pour atteindre ce niveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre leur niveau actuel, atteindre le sommet en gros. On voit pas les efforts qu'ils ont fournis, les sacrifices qu'ils ont dû faire, etc., etc. Donc, pour moi, être sportif de haut niveau, voilà, ça demande un effort constant, 7 jours sur 7, et ça peut être un peu vu comme un calvaire, puisque voilà, c'est pas des choses que tout le monde peut faire. Tout le monde ne peut pas fournir des efforts tous les jours, être constant tout au long de l'année, s'entraîner, boire, dormir, voyager, etc. Ça, c'est des choses que, pour moi, peu de gens peuvent faire tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un calvaire, dans le sens où c'est vraiment un travail constant, beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. Par contre, c'est également un choix d'avoir des regrets, dans le sens où avoir des regrets parce que tu as décidé de ne pas suivre, donc au final tu vas dire toute ta vie que voilà, peut-être t'aurais dû, peut-être t'aurais pu, tu avais sûrement le niveau, mais voilà, t'as pas réussi à être discipliné ou à tenir le rythme, et donc tous les regrets là, ils vont ressurgir tout au long de ta vie. Moi, j'ai décidé d'aborder ce sujet avec toi parce que je me souviens que récemment sur Instagram, t'avais posé une question comme ça, où tu disais que est-ce que tu trouvais qu'on voyait un peu, tu vois, comment les artistes ou comment les sportifs ils avaient galéré. Est-ce qu'on trouvait que les artistes ou les sportifs ils le mettaient assez en avant? Et moi j'avais répondu que je trouvais pas, qu'il y avait certains qui le mettaient en avant, mais je trouvais que la majorité ils mettaient plus en avant les accomplissements ou le style de vie. Donc voilà pour l'introduction du sujet. Donc maintenant, bah notre invité c'est Isaac, surnommé la vivacité. Je vais te demander de t'introduire, mais d'introduire de façon sportive, c'est-à-dire nous dire à quel âge tu as commencé le sport, les sports que tu as pratiqués et où tu en es actuellement. Ok. Bah, salut, moi c'est Isaac. J'ai 26 ans. Je suis danseur professionnel. Alors j'ai un rapport au sport qui s'est fait très 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 tôt. Toute ma vie j'ai fait du sport en vérité. J'ai commencé la danse vers 11 ans. Mais avant ça, je faisais déjà beaucoup de sport à l'école. Je faisais du basket. Donc, j'ai commencé réellement le sport, je pense, avec le basket. Pendant plusieurs années, j'ai commencé mini-basket, donc très tôt. Je me souviens pas exactement quel âge j'avais, mais je pense autour de peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait plusieurs années de basket, mini-basket, puis je suis monté au fur et à mesure. Puis j'ai arrêté le basket. Là, pareil, c'est assez flou dans ma mémoire, mais je pense que aux alentours de peut-être 12, 13 ans, 14, j'ai fait du foot également. J'ai fait 2 ans de foot. J'ai fait, après, j'ai fait différents sports, pas forcément régulièrement, mais comme ça, un peu de temps en temps, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait de l'athlétisme, puis j'ai fait du taekwondo. Là, un peu plus sérieusement, durant peut-être 4-5 ans de taekwondo,
donc en compétition aussi, donc à certains hauts niveaux, on va dire, ce qui nécessite beaucoup d'entraînement. Puis je suis revenu à la danse, que j'avais jamais vraiment lâché, mais que je prenais pas vraiment au sérieux plus que ça. Mais après le taekwondo, j'ai décidé de me mettre plus sérieusement à la danse. Donc là, ça fait environ 7-8 ans que je danse vraiment quasiment tout le temps. Et ça va faire environ 4 ans que je suis professionnel. Voilà. Ok, ok. Ça veut dire, dès le départ, dès que t'étais tout petit, le sport, c'est comment ça se fait que t'as pratiqué autant de sport dès le début? Je sais pas trop. J'ai toujours eu cette affinité avec le sport. J'ai toujours aimé me dépenser, faire du sport. Après, ça a commencé avec mes amis. Tu sais, quand tu joues avec tes potes et tout, vous faites du foot, vous faites du basket, vous faites plein de sports sans vraiment vous en rendre compte. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé avoir ça dans ma vie, faire du sport. Ça a toujours été dans mon ADN quelque part. Mhm. Pourquoi, je sais pas trop. Peut-être que ça vient aussi du fait que ma mère m'a poussé à m'inscrire très tôt dans un club de sport, donc là en l'occurrence le basket. Ouais. Elle était derrière moi pour que je fasse ça, pour que j'ai une activité physique et que je reste pas forcément tout le temps chez moi à jouer aux jeux vidéo ou autre. Donc je pense que ça a aussi créé quelque chose chez moi qui a fait que j'ai toujours j'ai toujours été curieux par rapport au sport, et puis même moi en vérité j'ai toujours été curieux par rapport à ça. À côté de la danse, où c'est venu très tôt parce que j'ai vu des choses à la télé, j'ai vu des danseurs de breakdance, donc j'ai voulu reproduire. Bah en vérité j'ai toujours aimé l'activité physique, je pense. T'avais lâché le taekwondo pour te mettre à la danse, et comme tu viens de le dire, t'as vu à la télé les danseurs de breakdance et tout, donc ça t'a attiré. Mais c'est à quel moment, tu vois, où tu t'es dit que c'est ça que je veux faire, en gros. C'est ça que je veux faire plus tard. C'est une bonne question. Je pense que il y a eu plusieurs étapes. Je pense que ça s'est fait en 2 étapes. La première étape, ça a été très tôt, quand j'ai vu justement des clips à la télé, des clips où il y a beaucoup de danseurs dedans, où tu vois Michael Jackson, comme beaucoup de danseurs, je pense que ça a été une inspiration. Tu vois des chanteurs comme Usher, comme Justin Timberlake, et là tu te dis que t'as envie de faire ça. Donc ça, c'est la première étape où t'as un peu ce rêve de gosse, et tu te dis j'aimerais bien faire ça. Ouais. Mais c'est une première étape qui est assez assez en surface, parce que tu dis bon, j'aimerais bien faire ça, mais tu te dis pas réellement que tu vas faire ça. Puis ensuite, la deuxième étape pour moi, ça a été, je pense, plus tard, du coup, peut-être vers mes 16-17 ans, où je commençais à beaucoup danser, à être en contact avec beaucoup de danseurs, à essayer de bouger un peu à gauche, à droite, à rencontrer des gens, voir comment ça fonctionnait vraiment, quelles étaient les réelles possibilités, opportunités dans ce milieu-là. Et puis je me suis tout simplement poussé à le faire. En fait, j'ai eu une prise de conscience que c'était accessible, avec beaucoup de travail néanmoins, mais que c'était accessible. Et voilà, à partir de là, je me suis dit il faut essayer. Il faut essayer. J'ai rien à perdre en vérité. Et voilà, et j'ai essayé. Puis j'ai fourni le travail qu'il fallait. Ok, très bien, très bien. Tu vois, aujourd'hui, en tant que danseur, moi, je suis curieux. On voit beaucoup, par exemple, sur ton Instagram, quand t'as des chorés, etc., tu danses, etc. Mais moi, je voulais savoir est-ce que les danseurs, ils ont des programmes de sport spécifiques, mais en dehors des chorégraphies? Est-ce que les danseurs ont des programmes de sport spécifiques? J'ai envie de te dire oui. Ouais. Après, tout va dépendre du type de danseur que tu es, parce que dans la danse, il y a énormément de styles de danse différents. Il y a beaucoup en vérité, de profils différents. Mais oui, en dehors des chorégraphies, en fait, il y a tout un travail derrière, qui est tout d'abord un travail de formation en fonction du style que tu vas faire, mais généralement, il faut que tu te formes au style que tu veux danser. Par exemple, si tu prends un danseur classique, c'est énormément d'heures de travail, de formation, de cours de danse. Mm-hmm. Donc, on peut dire que oui, derrière
derrière ça, il y a tout un entraînement. Ensuite, quand tu grandis et que tu prends en maturité et en expérience, bah forcément tu as créé des routines, des habitudes d'entraînement. Tu peux par exemple prendre des cours, choisir de prendre des cours, même quand tu es danseur professionnel. En vérité, la formation n'est jamais réellement finie, en tout cas l'entretien. Ouais. C'est comme un footballeur professionnel, bah il a ses entraînements avant les matchs, il a ses entraînements avec ses coéquipiers et il a toute une palette d'exercices qu'il doit effectuer chaque semaine. Bah pour le danseur, c'est un peu pareil. Ok. T'as des exercices que tu dois faire, des assouplissements, du renforcement, des exercices de mobilité. Puis ensuite, bah tu choisis de faire ou non. Tout dépend de ton encadrement. Mais la plupart des danseurs, oui, on a ces petites routines, ouais. Toi, aujourd'hui, c'est quel type de danse que tu pratiques, pardon. Alors moi, je suis un danseur polyvalent. Je me qualifie comme un danseur très polyvalent. Mon principal style, c'est le hip-hop. Je viens des danses hip-hop, c'est-à-dire tout ce qui va être breakdance, hip-hop, freestyle, house dance, locking, popping. Mais on va dire que ma spécialité, oui, c'est vraiment le hip-hop. Ensuite, étant donné que je me suis formé en jazz, en contemporain, en classique et différents autres styles que je travaille toujours, bah j'ai cette étiquette de danseur polyvalent. Voilà, j'effectue plusieurs styles, mais ma principale carte c'est le danseur hip-hop. Ok. Donc tout à l'heure, tu as parlé de routine. Donc je veux savoir, toi, par exemple, en tant que danseur polyvalent, c'est quoi ta routine sur une semaine? Est-ce que tu t'entraînes 7 jours sur 7? À quelle fréquence? Je sais pas, 1 heure, 2 heures par jour? Alors moi, c'est particulier. Enfin, je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de danseurs en vérité. C'est que mes semaines ne se ressemblent pas vraiment. Tout va dépendre de ma charge de travail. Tout va dépendre de ma charge de travail en fait. Donc si j'ai des semaines où je travaille beaucoup, bah j'aurai forcément moins de temps pour m'entraîner. Donc tout va dépendre de sur quel contrat je suis, parce qu'à côté de la danse, je fais aussi du mannequinat. Donc j'ai pas forcément le même temps libre chaque jour. Ouais. Donc après pour une semaine où on va dire j'ai une charge de travail à peu près normale, je vais pas forcément m'entraîner tous les jours. Ça va varier. Je vais essayer de m'entraîner au moins entre 3 à 6 jours par semaine. Après, quant à la durée, là aussi, ça va dépendre de la charge de travail que j'ai, des différents contrats sur lesquels je suis. Donc, ça peut varier de 1 heure à je sais pas, 6 heures. Tout dépend. Tout dépend vraiment. Ouais, il y a un truc aussi qui est souvent répété, c'est les gens qui disent quand par exemple ton travail c'est ta passion, tu vois plus les heures passer. Ou genre ça devient pas une corvée de travailler. Moi je voulais savoir par rapport à toi, genre, vu que comme tu as dit c'est beaucoup d'investissement la danse, les entraînements, etc. Est-ce qu'aujourd'hui le fait que ce soit ta passion, eh ben ça t'aide à ne pas voir les heures passer ou tu les vois quand même l'investissement que tu donnes et les heures qui passent, tu les ressens quand même ou c'est plus c'est ma passion, je vois pas trop. C'est un peu des deux. C'est vrai que c'est sûr que le fait que ce soit une passion t'aide à ne pas compter tes heures. Ça c'est évident. Le fait que tu aimes ce que tu fais, bah forcément tu vois moins le travail, la charge de travail, le nombre d'heures que tu passes. Tu y prêtes moins attention, mais néanmoins tu peux quand même le sentir. Ouais. Tu peux quand même le sentir parce que des fois bah c'est des heures, des journées très longues, des nuits très courtes. Donc au bout d'un moment bah que tu le veuilles ou non, bah tu vas le sentir. Ton corps va le sentir, ton cerveau va le sentir parce que danser fatigué, c'est pas pareil que danser en pleine forme. Ouais, c'est clair. Donc oui, après c'est des métiers où je pense si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu peux pas le faire parce que il y a tellement de travail et c'est tellement, malgré tous les aspects positifs, il y a énormément d'aspects positifs, mais parfois ça demande tellement de rigueur que en fait bah t'es obligé d'y trouver du plaisir quelque part.
Ouais, Sinon, bah, c'est que t'es fou, donc c'est qu'il y a un problème quelque part. c'est Donc, clair. ouais. C'est fou parce que il y a beaucoup de footballeurs qui ont clairement déclaré qu'ils aimaient pas forcément le foot. Mais pourtant, ils sont professionnels. Tu penses que même pour la danse, c'est différent, genre, par exemple, quelqu'un, il peut ne pas aimer la danse, mais être professionnel, pour toi, c'est impossible. Non, pour moi, c'est possible quand même. Après, je pense que la différence avec les footeux, par exemple, qui n'aiment pas le foot, mais qui sont quand même professionnels, c'est que dans le football, il y a beaucoup plus d'argent. Ouais. Donc, quelque part, bah, si t'es motivé par ça, je pense que tu peux mettre de côté ton entre guillemets, tes plaisirs et foncer, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que c'est quand même possible aussi dans la danse de pas aimer la danse et de quand même être professionnel parce que bah je pense qu'il y a plusieurs cas de figure qui peuvent te pousser à ça. Admettons que tu sois très bon dans la danse sans avoir besoin de d'énormément t'entraîner, ça aussi c'est aussi possible. Mhm. Bah pourquoi pas. Si je suis bon dans quelque chose qui me demande pas beaucoup d'efforts au final et que j'y trouve quand même des points positifs, pourquoi pas le faire. Donc il y a ça, puis il y a des gens qui sont dedans, qui sont tombés dans la danse en fait. Des fois ça te tombe dessus parce que pour plusieurs raisons, ça peut être bah ta famille est dedans, ça peut être des opportunités qui se sont montrées à toi et puis t'y es allé et puis ça a fonctionné mais c'était pas forcément ce que tu voulais. Au Mhm. final, tu t'y retrouves, donc tu continues. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses possibles. Après voilà, c'est pas des généralités ouais. Là, on est on va dire, on est au début de ta carrière. Moi, j'avais une question. C'est quoi déjà est-ce que, par exemple, t'as remarqué une grosse différence quand t'as commencé à faire de la danse, mais en tant que métier, comparé à quand tu dansais pour le loisir? Donc déjà, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, t'as pas peur qu'un jour, le fait de trop danser, que vraiment, qu'il y ait tellement besoin d'être rigoureux, d'être organisé, etc., que ça puisse un jour te dégoûter de la danse? Quand ça devient professionnel, il y a un mindset enfin ton mindset va changer. C'est-à-dire que tu vas avoir un peu plus de réflexion sur ce que tu fais, sur pourquoi tu le fais aussi. Parce que bah quand c'est un peu juste pour le plaisir, bah c'est juste pour le plaisir au final. Ouais. Donc tu danses, tu prends du plaisir, et puis tu vas pas forcément réfléchir plus loin que ça. Mhm. Mais une fois que ça devient sérieux entre guillemets, que ça devient professionnel, bah là il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que bah si c'est pour en faire ton métier, c'est-à-dire il faut que tu vives de ça, bah forcément il faut qu'il y a tout un aspect monétaire qui rentre en compte. Donc comment est-ce que je vais gagner de l'argent avec ça, Mhm. avec mon métier, avec mon art, avec mon sport? Comment est-ce que je vais gagner de l'argent? Donc là il faut que tu sois aussi entre guillemets intelligent, que tu cherches des solutions à ces questionnements. Mhm. Donc oui, tout devient un peu plus sérieux entre guillemets. Pour moi, je pense que c'est la principale différence. Puis la deuxième différence, bah c'est rentrer dans un système où il faut que tu mettes des habitudes de travail, Ouais. comme tout sportif professionnel. Bah il faut mettre des habitudes de travail, une récurrence dans tes entraînements. Voilà, il faut tout simplement mettre des choses en place. Voilà les principales différences. Ok, ok. Et ensuite, pour ta deuxième question, qui est, est-ce que j'ai peur d'être dégoûté au final de la danse, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, vu que en faire de manière professionnelle, il y a plus d'attentes, peut-être il y a plus de pression, il y a plus de choses en jeu, tu vois. Donc, Mhm. il y en a beaucoup qui ont pas forcément dans la danse, je sais pas, sûrement dans la danse, mais dans d'autres sports, il y en a qui ont craqué parce que en faire quand t'es en amateur et quand t'es professionnel, c'est totalement différent. Ouais. Bah, moi, personnellement, j'ai pas peur de ça parce que, ça fait très longtemps que je me prépare et que je me conditionne mentalement Mhm. à tout ce qui se passe maintenant et tout ce qui va se passer plus tard. Donc, pour moi, à partir du moment où tu es conscient que d'une certaine manière,
bah ça peut s'arrêter un jour, bah ça change beaucoup de choses. Ouais. Et puis ce qui me permet aussi de ne pas avoir peur, c'est que je garde à l'esprit que au final je fais quelque chose qui me plaît et que malgré les difficultés de ce métier, bah je suis quand même chanceux de pouvoir vivre d'une passion. Donc ça permet de garder les pieds sur terre et de bien évidemment qu'il y a beaucoup de pression derrière, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire peur, mais l'important c'est de toujours avoir l'esprit ouvert sur tout ce qui se passe autour de soi et de savoir pourquoi est-ce qu'on a commencé Ouais. ce métier et ensuite bah une fois que tu comprends ça, bah tu continues à faire ce que t'aimes. Et s'il y a trop de routine qui se met en place, trop de pression, il faut savoir prendre du recul. C'est vrai que c'est pas évident parce que des fois t'es tellement dans une boucle de travail que tu n'oses pas dire non, que tu n'oses pas prendre de pause, que tu n'oses pas prendre un temps pour toi. Mais c'est ce qui est important de faire quand c'est nécessaire. Et du coup, non, moi, j'ai pas peur d'en avoir marre, parce que, en vérité, j'ai fait tellement de sports différents, que je sais que si un jour j'en ai marre, bah, je ferai autre chose. Et puis, tout simplement, et puis voilà. Ok, très bien. Dans ta carrière, tu vois, comme j'ai dit dans l'intro, on voit beaucoup, par rapport à tous les sportifs, on voit plus les accomplissements, les succès, plutôt que les moments de galère et les moments de souffrance. Moi, je voulais savoir est-ce que durant ta carrière, tu as eu des moments qui ont été très très chauds, qui ont été vraiment très durs, ou vraiment, peut-être ça a été très dur pour toi de te relever et de reprendre, tu vois, un bon rythme dans la danse. Oui, j'ai eu des moments comme ça. Je n'ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns. Pour moi, ça a été les moments où où j'ai eu des grosses blessures, où je me suis fait opérer. J'ai eu une blessure du genou, j'ai eu une blessure à l'épaule, qui m'a fait m'arrêter à peu près 6 mois. Donc ça, c'est un moment de ma carrière où ça a été un peu plus difficile parce que forcément, bah tu dois t'arrêter. Déjà t'as une opération, tu sais pas si ça va forcément très bien se passer. Ouais. Ensuite t'as toute la phase de récupération, toute la phase de kiné, d'ostéo. Donc c'est une phase qui est très longue et qui est difficile psychologiquement. Puis ensuite faut récupérer bah, ton niveau, récupérer tes capacités, parce que ton corps bah c'est ton outil de travail. C'est clair. Donc il faut voir comment tu récupères après 6 mois d'arrêt. Donc voilà, moi c'est ces moments-là qui ont été plus difficiles que les autres. Et quand, par exemple, toi, t'as connu de telles blessures, comment tu faisais pour rester solide? Tu vois, parce que c'est facile de s'effondrer, de lâcher. Mais comment toi, t'as fait, tu vois, pour remonter la pente? Mentalement, je parle. C'est une bonne question. Comment j'ai fait? Je pense que ce qui m'a permis de remonter la pente assez facilement et de pas tomber dans une dépression ou autre, je pense que c'est mon ouverture d'esprit, naturelle, et le fait que je sois quelqu'un qui stresse pas vraiment beaucoup, Ouais. qui en tout cas essaie de pas beaucoup stresser. Je pense que ce qui m'a aidé, oui, c'est ça, c'est le fait que j'ai une ouverture d'esprit et que du coup j'essaie toujours de trouver le positif dans le négatif. Ouais. De voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et du coup, j'ai essayé de voir le positif en fait dans cette période d'arrêt, de trouver du temps pour moi, pour me reposer, pour faire des choses que j'avais pas forcément le temps de faire, comme lire, voir un peu plus ma famille, faire des choses inspirantes pour me nourrir personnellement. Et puis aussi bah prendre du recul tout simplement avec la danse, avec la vie d'artiste entre guillemets. Ouais. Et puis respirer, et une fois que tu décroches un peu, bah faut juste te ressourcer, et puis ça te permet de revenir
revenir un peu plus fort. En tout cas, c'est bien que t'aies pu revenir à ton meilleur niveau. J'ai encore 2 questions, après on va s'arrêter là. Donc l'avant-dernière question, ça va être pour les JO 2024. Donc il y a une nouvelle discipline qui va rentrer en compte. Ça va être le breakdance. Mhm. En tant que danseur qui fait du breakdance, est-ce que ça te fait plaisir, ou est-ce que tu trouves que le fait de rajouter la danse, tu vois, ça donne plus, ça peut donner plus de visibilité à la danse en général, mais surtout au breakdance, aux danseurs comme toi qui essayent, voilà, de monter dans leur carrière, tu vois. Mm. Ah, c'est un gros débat, c'est un gros débat. Moi, personnellement, je pense que j'ai pas trop d'avis sur cette question-là, j'avoue. Je pense que c'est une bonne chose quand même. Je pense que c'est une bonne chose que le breakdance, le breaking rentre aux Jeux Olympiques. D'une certaine manière, c'est une bonne chose car ça permet aux danseurs de breakdance français d'avoir accès à des infrastructures auxquelles ils n'avaient pas accès avant, à un suivi auquel ils n'avaient pas accès avant. Ouais. Et du coup, c'est une bonne chose parce qu'il y a vraiment tout un suivi derrière auquel ils vont avoir accès qui va être positif pour moi. Et ça permet aussi de mettre un peu de lumière sur cette danse. Après, d'une certaine manière, d'un autre côté, je pense pas que ce soit une discipline qui ait vraiment besoin des Jeux Olympiques. Je pense que c'est plutôt les Jeux Olympiques qui ont besoin de cette discipline pour avoir un peu de nouveauté, Ouais. pour attirer un nouveau public aussi. Parce qu'on va pas se mentir, les Jeux Olympiques, même si ça fait rêver, ils ont besoin de nouveautés, ils ont besoin d'attirer un peu la jeunesse. C'est clair. Et je pense que c'est une manière pour eux aussi de faire ça. Donc en vérité, c'est du gagnant-gagnant. Après, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que la danse, le breakdance, malgré son côté extrêmement sportif, ça reste un art. La danse, ça reste un art. Et ce qui est dommage, je pense, ce qui me fait un peu peur, c'est que cette danse, cet art perd de son essence en rentrant aux Jeux Olympiques, par rapport à la manière dont ça va être jugé, etc. Mais voilà, il est trop tôt pour le dire, et on verra bien. Ok, ouais, c'est vrai, on verra. On verra comment ça va se passer, surtout à Paris. Ouais. Donc, déjà, la dernière question, ça va être, qu'est-ce que toi, par exemple, tu pourrais dire à un jeune là qui se met dans la danse comme toi, tu t'es mis à la danse à 14, je sais plus, à 14 ans, je sais plus. Qu'est-ce que toi, tu lui dirais là, tu vois, 2-3 conseils pour que lui aussi il puisse en faire son métier? Ah, je sais pas si je vais avoir des bons conseils, hein, mais on va essayer. 2-3 conseils que je pourrais lui dire. Déjà, si t'as vraiment envie de faire ça, fais-le. Fais-le si t'as vraiment envie de faire ça. Réfléchis. Et si tu penses que t'as vraiment envie, fais-le. Parce que faut pas avoir de regrets. Ça serait le premier conseil. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait si tu le fais, fais-le bien. Fais-le bien, c'est-à-dire que va chercher des informations, sois curieux, prends ton temps, sois curieux, va chercher des informations aux bons endroits, n'hésite pas à poser des questions, à aller à la rencontre des gens, à sortir de chez toi, à faire tes recherches, parce que maintenant tout peut aller très vite, mais ce qui va vite n'est pas forcément ce qui va loin, et n'est pas forcément ce qui va bien, c'est-à-dire ce qui va être solide. Tu peux aller vite, mais au final, si tu vas vite et que ton véhicule ne tient pas le chemin, ça ne vaut pas le coup. C'est clair. Donc ça, ce serait les conseils que je pourrais donner. Et puis voilà, ça fait déjà beaucoup de conseils. Donc ce serait voilà, sois curieux. Si t'as vraiment envie de le faire, fais-le, mais fais-le bien, et let's go. Ok. Let's go. Non, c'est des bons conseils en vrai. En tout cas, merci Isaac de ta contribution aujourd'hui.
Je pense qu'il Avec plaisir. y en a plein qui vont se sentir concernés, des petits, même des grands en vrai. Mhm. Et même pas forcément que des danseurs, parce que je pense bah, le sport, il y a tellement de choses en commun, peu importe les sports, que tout sportif peut se reconnaître, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Donc, en tout cas, merci de ta contribution, de ton témoignage, de tes expériences partagées. Et Merci de ton invitation. pas de souci. Et la dernière chose que je vais te demander, hein, c'est rapide, et je demande à tous les participants, c'est quel est ton sportif GOAT? Tous les sports confondus. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une question difficile. Mon sportif GOAT, je dirais Michael Jordan. Mhm. Je dirais Michael Jordan parce que déjà sa mentalité incroyable, mentalité très inspirante, Mhm. qui fait écho un peu avec certains aspects de la mienne. Ouais. Et du coup voilà pourquoi. Et ensuite, bah, comme j'ai fait du basket, en plus ça fait sens pour moi. Et puis et voilà, Michael Jordan. De toute façon, vous savez, pas besoin d'en dire plus. Non, mais pas de Vous savez souci. déjà. En tout cas, te remercie pour l'émission. Et Avec plaisir. bah, pour les gens qui écoutent, on se retrouve pour le prochain épisode. À la prochaine. À la prochaine.